Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Depuis plusieurs années, l'hôpital public, pilier du système de santé à la française, est bien mal en point. Sous la pression des gouvernements successifs, on lui demande d'économiser toujours plus et de devenir rentable. Regroupement d'établissements, augmentation de la productivité, nouvelle organisation du travail. En 2016, 1 milliard d'euros a ainsi pu être économisé et un nouveau plan d'économie de 1,1 milliard d'euros est prévu pour 2017. Ces changements drastiques se font au détriment du bien-être des personnels de santé. Parmi eux, les cas d'épuisement et de dépression sont de plus en plus fréquents. Et certains pensent même à une reconversion professionnelle. Le reportage d'Alexandra Renard et Mélina Huet. Moi, j'ai pas fait ce métier-là pour aujourd'hui avoir l'impression d'être dangereuse. On n'arrive plus à soigner correctement et c'est les patients qui sont en danger aujourd'hui. C'est l'institution qui nous détruit, qui amène à ce qu'on ne peut plus jouer notre rôle et dont les personnes en viennent à se suicider. Patients en danger, profession mobilisée. On crie notre mal-être et on n'est pas entendu. Infirmiers, aides-soignants, mais aussi médecins, professeurs, directeurs hospitaliers, hauts représentants de la santé publique. C'est tout l'hôpital, l'institution la plus vénérée des Français, qui ne veut plus se taire. Il y a les bombes de peinture, il y a les banderoles. Décembre 2016, cet aide-soignant est en grève, mais il part travailler. Même gréviste, les hospitaliers ont l'obligation d'assurer la permanence des soins. Dans son coffre, de quoi mener une action clandestine au cours de la nuit avec ses collègues. Aucun visage ne sera visible. Les directions deviennent de plus en plus agressives et donc il faut qu'on aille un peu sur leur terrain et qu'on soit aussi un peu plus dur. Les grévistes de plusieurs services attendent depuis des semaines de trouver 5 minutes pour une action éclair. Cette nuit, 2h16, enfin un temps mort. Ils se lancent. C'est une question de survie pour nous, pour nos malades, pour l'être humain. C'est une question de survie pour l'être humain. On a choisi ce métier, c'est pour être auprès du malade et faire les soins correctement au malade. C'est pas pour faire du travail à l'arrache et de faire ça. Travail à la chaîne, on est pas chez Renault ici. Hein. On a des êtres humains dans des lieux. On fait très attention parce que sur l'hôpital, il y a des caméras. Donc les caméras dit vigiles et les vigiles ont pour directive de nous pourchasser. Une réorganisation du temps de travail a été imposée au personnel. Pour la direction, ces nouveaux plannings sont nécessaires pour se régulariser. Les agents, eux, considèrent qu'ils sont encore plus corvéables à merci. Et là, on a posé des sacs devant la salle où sont prises les décisions qui décident de notre sort. C'est notre façon de communiquer avec la direction, de montrer notre mécontentement et que nous sommes toujours actifs et qu'on ne se laissera pas faire. Quelques minutes plus tard, chacun est à son poste. Comme d'habitude, ça va, petite dame. Au contact de la souffrance, de la douleur, de la mort. Vous n'arrivez pas à dormir? Non. Des mains, des mots, des sourires. Allez, je vous laisse. Qui soignent, apaisent, réconfortent. Des gestes routiniers de moins en moins naturels, quand dans sa blouse blanche, le cœur n'y est plus. J'adorais mon métier, plus ça va, plus je me dis pourquoi j'irais pas faire autre chose. Malheureusement, parce qu'on est pris comme pour des pions. Un infirmier, 2 aides-soignants par service, la règle minimale de sécurité. Peu respectée. Le manque d'effectifs est chronique. Les hospitaliers sont déplacés de service en service jusqu'à 4 fois dans la même nuit. Le cadre de nuit vient d'appeler pour dire qu'il manque quelqu'un dans un service, donc il faut changer de service pour aller dans l'autre. Donc on laisse la collègue tout seul pour renforcer l'autre équipe. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez là? Un peu de la colère. Ça fait beaucoup de stress pour nous. En plus, le service est très très vaste, très long, donc on court dans le service pour pouvoir répondre aux sonnettes. Une infirmière et un aide-soignant pour 22 patients. Anormal, mais habituel. Je finis avec le voisin, je viens vous voir.
D'accord. L'esprit de l'hôpital public. Soigner et se taire. C'est tout. Accepter tout, accepter les insultes, accepter les colères des patients, le non-respect, Vous avez des patients qui peuvent vous taper, qui peuvent vous cracher dessus, puis ils peuvent tout faire et on fera rien. Le patient reste et vous devez le soigner. Dans les hôpitaux, un acte de violence a lieu toutes les 30 minutes. En signant pour le public, ils étaient prêts à sacrifier beaucoup. Santé, vie privée, aisance financière, tant qu'il leur semblait possible de faire leur métier normalement. Il y a un sentiment de honte qui nous habite, quelque part, qu'on se l'admette ou pas, individuellement. Mais c'est ce qui pousse d'ailleurs pas mal de personnel à la dépression. La dépression, elle vient pas toute seule. C'est parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait. C'est parce qu'on a du mal à se regarder dans une glace. Je ne me ferai pas soigner dans mon propre hôpital. Ce malaise est surtout présent au sein de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Premier groupe hospitalier français, premier employeur d'Île-de-France, 39 hôpitaux. Nous n'avons pas été autorisés à y filmer. Rares sont les agents qui, comme Marianne, acceptent de s'exprimer à visage découvert. Elle habite avec son compagnon un petit studio en banlieue parisienne. L'été dernier, ses conditions de travail l'ont conduite au burn-out. J'ai travaillé tout l'été et au mois de septembre, un surplus de fatigue et de charge de travail. Mes vacances arrivaient mais j'ai craqué. 40% des hospitaliers sont concernés. Marianne devait assurer la prise en charge de patients polypathologiques sur 2 secteurs simultanément. Les soignants ont rarement le temps de manger, boire ou même d'aller aux toilettes. Une mise en danger pour eux et donc pour leurs patients. J'ai été voir mon médecin traitant le mardi matin et qui me voit dans un état épuisé et elle me dit non mais vous, et je pleure, elle me dit vous ne pouvez pas retourner comme ça au travail. Stop quoi, arrêtez, vous allez vous épuiser, vous allez ne plus avoir de santé si vous restez. Ils sont des milliers d'hospitaliers à souffrir en silence. Certains en meurent. Si Marianne témoigne, c'est pour eux et surtout pour soigner leur plus grand malade, l'hôpital public. Et moi j'ai choisi le public pour les valeurs du public. On soigne tout le monde et voilà. Et je souhaitais rendre à l'État ce que l'État m'a donné. J'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des études. Voilà, c'était ma manière à moi de rendre. Je vais travailler pour l'État. Un État qui alloue aux infirmières débutantes comme Marianne un salaire mensuel moyen de 1 600 € net. Pas suffisant pour qu'elles puissent manger bien et équilibré. Les prix augmentent, mais pas mon salaire, donc à un moment, c'est plus possible, quoi. Mon frigo, il y a des œufs, un camembert, la gamelle, c'est des pâtes, et voilà. J'ai encore 6 jours à faire avant que ma paye rentre, et il n'y a plus rien dans mon frigo, donc c'est la question de comment je vais faire pour manger pendant 6 jours. Les professionnels de la santé condamnés à négliger la leur. Absurde, mais réel. Servir, oui, mais à quel prix? De l'aide-soignant aux administrateurs hospitaliers, tous le reconnaissent. Les réformes récentes ont imposé à l'hôpital une logique d'entreprise, purement comptable. Pour ce professeur émérite de diabétologie, la notion même de service public est en grave danger. Quelle est la règle éthique des médecins? C'est le juste soin pour le malade, tout ce qui est nécessaire pour lui, au moindre coût pour la collectivité, puisque c'est un financement collectif qu'on a, c'est la sécurité sociale. Là, on a mis un autre système, qui est le juste coût pour le malade, puisqu'on a prêté serment de soigner les patients au mieux, mais à condition que ce soit rentable pour l'hôpital, pour l'établissement, comme pour une clinique commerciale. Dans le discours des pouvoirs publics, il ne s'agit pas que l'hôpital gagne de l'argent, mais qu'il en perde moins. Conséquence de cette logique productiviste, le temps relationnel accordé aux patients, par essence non rentable et sacrifié. Quand une cadre infirmier dans ce bâtiment dit aux infirmières « Vous devez renoncer à la qualité, faites vos deuils de la qualité, arrêtez de vous poser des questions, faites ce qu'on vous dit », comprenez que le personnel qui entend ça est complètement ahuri. Faites votre deuil de la qualité. Comment on peut dire ça à un professionnel de santé? Depuis la fin des années 90, le message est clair. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. L'hôpital, une usine de production d'actes médicaux.
Un sentiment partagé dans les 1500 hôpitaux publics. Direction celui de Fontainebleau, au service des urgences, un week-end. Tomber dans des escaliers, c'est pas si connaissance ou quoi. On va la mettre là, on va la mettre sur un plan dur déjà. Chacun ici travaille 12 heures en continu. Ce docteur le double, il est de garde. Dans le service, 2 urgentistes et leurs 2 internes. Mais quand l'un des binômes est déclenché en extérieur... Il va faire sur quoi là? Un arrêt cardio-respiratoire. Je répare un SMUR sur un arrêt cardiaque. Il ne reste plus qu'un médecin pour tous les patients des urgences. Ah bah là, d'un seul coup, je prends 3 fois plus parce que du coup, j'ai mes patients. Je supervise les patients de mon interne. Et le médecin du SMUR qui, lui, est également avec un interne, quand ils partent, eh ben, je prends les dossiers du médecin du SMUR et les dossiers de l'interne. Donc, je récupère tous ces malades-là. Et puis, l'idée, c'est d'oublier personne. Bonjour, je suis le médecin, monsieur. Je vais regarder si vous le permettez. Non. Non? Vous voulez pas être examiné? Qu'est-ce que tu veux regarder, toi? Bah, vos mains, voir s'il y a des plaies, s'il faut vous s'occuper de vous. Je t'ai déjà vu. Cet homme alcoolisé a été interpellé pour comportement agressif sur la voie publique. Blessé, il n'est pas transférable immédiatement en cellule de dégrisement. Le cas est courant. L'hôpital public ne sélectionne pas ses patients, ni les pathologies, ni leur nombre. Vas-y Lucas, sur le fauteuil. Bon, qu'est-ce qui t'arrive Lucas? Stéphane, infirmier, évalue les urgences à l'entrée. Il y a 7 ans, il voyait 40 patients par jour. Aujourd'hui, ils sont 90. Pour voir un petit peu ce qu'il en est de ton doigt. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Les urgences ont la facilité d'offrir un plateau technique avec de la radio, du labo, des médecins disponibles 24 heures sur 24. Donc il y a cette facilité de venir aux urgences pour faire tous ces examens rapidement, avoir un diagnostic rapidement, une prescription rapidement. En France, seuls 15% des patients qui se présentent aux urgences sont hospitalisés. Tous les autres repartent le jour même. D'accord. C'est moins d'énergie et moins de temps pour les réelles urgences. Sans compter les obligations administratives. Caroline, interne, nous raconte. Et je vais prévenir le monsieur qui s'inquiète pas. Le type, vraiment, il saignait, quoi. Et là, on me dit, ah, mais attends, Caroline, là, il faut que tu remplisses les papiers, parce que c'est un médicament qui est vachement cher, et donc il faut que tu justifies la vraie raison de pourquoi tu l'utilises, et tout ça. Et alors là, on vous sort un dossier avec la feuille carbone, le truc, non mais c'est une blague. Alors il faut coller l'étiquette, alors celle avec le gros code barre, tu la colles ici, puis alors... En fait, le problème, c'est que, vous voyez, moi, je suis encore interne, et je pense déjà à ma reconversion. Attirer, mais aussi retenir les médecins dans le public. Un défi crucial pour les directeurs d'hôpitaux. Celui-ci reconnaît tout rationaliser. Pas le choix. La population française est plus nombreuse et vieillissante. Les médecins en ville, de plus en plus rares. Pourtant, il faut garantir la santé pour tous en se pliant aux choix politiques. Tous les jours, je reçois des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut que le personnel aille bien, il faut que les patients soient bien pris en charge, mais il faut faire des économies. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Un grand écart reconnu par le vice-président du conseil de surveillance de la PHP, Bernard Jaumier, lui-même médecin. Il estime que l'institution doit revenir uniquement à sa mission première. C'est pas, ce qui manque à l'hôpital, c'est de déterminer précisément quel est son rôle dans notre système de santé. Si on prend la question des urgences, actuellement, on demande tout à l'hôpital. Or, une partie devrait être faite par la ville. Il faut donc que les règles soient claires entre l'hôpital et la ville, et à ce moment-là, l'État doit assumer ses responsabilités, qui est de financer les hôpitaux publics. En 4 ans, plus de 3,5 milliards d'euros économisés. L'État s'attaque surtout aux plus gros postes de dépenses. Pour 70%, c'est la masse salariale. Une pression considérable. Des équipes de nuit de 3 hôpitaux de la PHP ont décidé de le faire savoir à tous. Comme on dit souvent, ils ont rongé l'os et maintenant ils rongent la moelle. Mais cette moelle qu'ils sont en train de ronger, elle est au détriment de votre sécurité, de la qualité des soins. On ne place pas ceux qui repartent en retraite, donc on est seul, l'équipe de suppléance ils l'ont diminué. Moi j'ai des collègues à moi là qui, dès le début de la grève, se sont arrêtés parce qu'il y avait trop de stress. Cette nouvelle organisation pour notre vie de famille, ça les perturbe. Objectif final de cette opération commando, le siège de la PHP.
pour interpeller son directeur, Martin Hirsch. On est tellement fatigué, on ne peut pas récupérer, donc on se fait des fractures de fatigue. Donc du coup, je me suis cassé le péroné. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant que je baisse les bras. Donc je vais voir Monsieur Hirsch à la direction générale pour lui faire part de notre mécontentement. Paris, 9h. Allez! Allez! Déterminés, les équipes des 3 hôpitaux s'invitent au siège de l'assistance publique. En plein comité technique. Les hôpitaux sont en colère. Travailleurs de nuit, ils n'ont pas dormi. Autour de la table, équipe dirigeante et syndicats hospitaliers. Mais c'est pour Martin Hirsch qu'ils ont fait le déplacement. Les hôpitaux sont en colère. Pour que tout le monde le sache, ils ont rendez-vous à 16h30. Il y a une réunion à 16h30 avec le directeur des ressources humaines. Voilà. Mais c'est pas vous? Ah non, on fait pas un rendez-vous avec vous. Avec vous. Le directeur refuse cette rencontre un peu forcée, mais cette fois, le silence est bien brisé, et au-delà de leur patron, c'est le monde politique qui est directement interpellé. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Les États-Unis ont récemment relancé un vieux conflit commercial avec le Canada en imposant des taxes sur les importations de bois de construction, au risque de tendre davantage les relations entre les deux pays. Ce différend a déjà connu de nombreux rebondissements depuis près de 35 ans. Les producteurs de bois américains accusent leurs homologues canadiens d'en exporter aux États-Unis à prix de dumping. Des accusations rejetées en bloc par le gouvernement de Justin Trudeau. Ottawa promet de défendre vigoureusement les intérêts de l'industrie canadienne du bois. Reportage. Dans le nord du Québec, Charles Meyer est à la tête de cette scierie familiale de 12 employés. On est dans le cèdre blanc. Le cèdre blanc, c'est un bois qui est ultra abrasif, donc on enlève l'écorce. Ce bois, il le reçoit des grandes scieries de la région, celles qui sont désormais taxées jusqu'à 20% sur leurs exportations vers les États-Unis. Elles s'apprêtent à réduire leurs opérations et arrêter de livrer le bois de Charles Meyer. Aujourd'hui, c'est la survie de son entreprise qui est en jeu. J'ai peur vraiment aux alentours du mois de juillet, là, à ce niveau-là, là, à la fermeture de l'entreprise, si rien ne se règle. Là. Étant donné que je suis une petite entreprise, le gouvernement parlait juste d'aider ceux qui exportaient directement et non ceux qui allaient être frappés par dommages collatéraux, on peut dire. Et moi, je fais partie de ceux-là. Non loin de là, Mont-Laurier est une communauté forestière. Une grande partie de son économie repose sur l'argent du bois. Michel Adrien est le maire de la commune. Il connaît bien les conséquences du protectionnisme américain. Dans les années 2000, plusieurs milliers de personnes avaient perdu leur travail lors d'une crise similaire. Aujourd'hui, il craint le pire. Au niveau des produits de consommation courante et ou des produits plus spécialisés, il y a donc un effet domino. Si la première pièce, donc le secteur industriel forestier, est en difficulté, c'est donc l'ensemble des autres pièces qui subissent les contre-coups. Certains commerces locaux se préparent donc à un choc. Donc, tout ce qui est haute visibilité, tout ce qui sert à l'entretien de la machinerie forestière, toutes les imperméables, toute la marchandise qui est là, dans le fond, sert aux travailleurs forestiers. Alors oui, s'il y a trop de droits d'imposer au niveau forestier, oui, on va perdre beaucoup de clientèle. Lors de la précédente crise du bois, ce magasin d'équipement professionnel avait perdu 25% de son chiffre d'affaires. Ça va encore arriver, on peut perdre 25-30% de notre chiffre d'affaires très rapidement. On prend quand même des moyens pour se protéger un peu, on diversifie notre entreprise, on essaye d'aller chercher d'autres marchés que la foresterie. Par contre, alentour ici, tout est connexe à la foresterie, donc c'est difficile. Par le passé, les tribunaux de l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain, avaient fini par résoudre les différents conflits du bois. Aujourd'hui, l'ultra-protectionniste Donald Trump veut renégocier cet accord. Cette crise du bois pourrait prendre une toute autre ampleur.
35 États américains. Les océans qui bordent l'Afrique de l'Ouest bénéficient des réserves de poissons les plus convoitées de la planète. Ils constituent l'alimentation et la survie de centaines de milliers de familles dans des pays comme le Sénégal et la Sierra Leone, mais sont à la merci d'opérations de pêche illégales qui font perdre des milliards d'euros chaque année à leur économie. Les pays côtiers luttent pour protéger leurs eaux, dont lesquelles de nombreuses communautés dépendent, alors que des milliers de milles nautiques ne sont pas contrôlés. Mais ces 2 derniers mois, Greenpeace a conduit une série de missions de surveillance avec les gardes-côtes de 4 pays. La Guinée-Bissau, le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée. Leurs recherches ont révélé une situation sans limite dans les océans africains où, loin des côtes, les navires industriels sont impliqués dans des activités de pêche illégales qui ont un impact négatif non seulement sur les économies en développement, mais aussi sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité des espèces marines. Le reportage de Cale Brown et Julie Dungeloff. Le long des côtes sénégalaises, dans l'est de l'Atlantique, des pêcheurs locaux rentrent d'une longue nuit en mer. Dans la ville de Joal Fadiouth au sud, les locaux viennent acheter du bar, du vivano, des sardines, destinées à leur famille ou à la revente en ville. Le poisson est placé rapidement dans de la glace, puis transporté au marché. Les pêcheurs s'aventurent de plus en plus loin pour des prises de plus en plus maigres. Abdou Karim Sall contrôle la zone pour ralentir l'activité illégale de petits pêcheurs, mais surtout de navires industriels. La pêche industrielle, pour moi, c'est catastrophique ce qui se passe au niveau du Sénégal. Il faut une surexploitation de ces ressources. Ils détruisent les habitats, ils n'ont pas de surveillance, il n'y a pas d'observateurs dans ces bateaux. Mais ensuite, le plus grave, c'est que c'est des bateaux qui ciblent des espèces. Si un bateau cible le poulpe, tout ce qui n'est pas poulpe qu'il a pêché, il le rejette en mer déjà mort. Greenpeace étudie l'impact de cette pêche industrielle dans les eaux d'Afrique de l'Ouest. Près des côtes mauritaniennes, les militants ont découvert des centaines de poissons morts. Ils quittent l'Esperanza pour enquêter. Pour les pêcheurs locaux, ces rejets sont une aubaine. Ils les repêchent rapidement tant qu'ils sont encore frais. Les poissons morts, ça arrive souvent. Ils sont là pour pêcher les poissons pélagiques comme les sardines, les écharpes, comme ça. Mais parfois ils trouvent les poissons voinerets, on ne peut pas les prendre, ils les jettent comme ça dans la mer. Environ 7 millions de tonnes de poissons sont rejetés dans les eaux mondiales chaque année. Un seul d'entre eux suffirait à nourrir une famille entière. L'équipe prélève un échantillon pour l'analyser à bord de l'Esperanza. Il est frais. C'est un tel gaspillage de ressources. Dans une région où les gens cherchent à se faire un peu d'argent, et ils jettent ce genre de beaux gros poissons par-dessus bord, parce qu'ils ne sont pas d'assez grande valeur pour eux. Les eaux ouest-africaines attirent les professionnels du monde entier. Mais la plupart des pays côtiers manquent de patrouilles pour surveiller leur littoral. Avec l'aide de collègues à terre, l'équipe de l'Esperanza a élaboré une liste de navires à surveiller, grâce aux radars et aux satellites. Nous approchons en ce moment 3 navires de pêche. 2 sont chinois et l'autre est non identifié. Nous irons assez près pour prendre une photo de leur nom et nous avons leur position ici. Ces 2-là sont peut-être en train de pêcher. Les 2 autres pourraient être au repos. Les équipes ont repéré un navire en train de transférer ses poissons dans un autre cargo. Ils essaient de s'inviter à bord. Je pensais que vous étiez des gardes-côtes, mais je réalise que ça n'est pas le cas. Pourquoi vous voulez monter à bord de mon bateau ? Nous voudrions visiter votre navire afin de mieux comprendre vos activités de pêche. Non, je ne veux pas que vous veniez sur mon bateau. Je comprends. Je suis triste de vous voir revenir sur votre invitation.
Une fois repéré sur les radars, l'Esperanza traque les navires dans toutes les eaux d'Afrique de l'Ouest, à la recherche de la moindre activité illégale. Pour recueillir le maximum de preuves, les militants tentent de monter à bord. Ensuite, c'est au tour des autorités maritimes d'entrer en jeu. En mars et avril dernier, Greenpeace a mené des patrouilles de 4 à 6 jours en collaboration avec les gardes-côtes du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Sierra Leone et de Guinée. Ce navire a été aperçu en train de transférer de la marchandise dans les eaux territoriales, un fait illégal en Guinée-Bissau. Des salés, people like give fish to Salé, hein, to go port. Non, here finish transport, finish. Après 3 semaines de patrouille, l'Esperanza a permis l'arrestation d'une douzaine de navires, chinois et européens pour la plupart. Ils sont accusés de braconnage d'ailerons de requin et de transbordement. Une technique qui permettrait à certains de dissimuler la marchandise pêchée illégalement. L'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que plus de 3/4 des espèces sont pleinement exploitées, surexploitées ou en voie d'extinction. Greenpeace appelle à plus de coopération régionale pour que des bateaux pris en flagrant délit de pêche illégale dans un pays ne puissent pas récidiver dans le pays voisin. Ce dont on a besoin, c'est de voir ces pays se réunir et commencer à se parler au sujet des réserves marines. C'est uniquement à ce moment où ils le feront de manière conjointe et où ils mettront en place une redistribution équitable des poissons aux différents pays impliqués que la préservation des ressources prendra place pour bénéficier aux générations futures. Mais il faut mettre en place un plan de gestion solide et c'est ça qui manque. Après 2 mois en mer, l'Esperanza rentre au port. L'équipage en profite pour entretenir le navire, faire du sport et se détendre. L'appétit féroce de la population mondiale pour les produits de la mer incite de plus en plus de pêcheurs à braver les lois. Un défi pour les autorités d'Afrique de l'Ouest, où le poisson est l'une des principales sources d'alimentation. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Il y a quelques mois, l'image d'une fillette en Inde ne sachant pas parler et imitant le comportement de singe avait fait le tour des réseaux sociaux. L'histoire de cette petite Mowgli Girl, comme on l'avait surnommée, avait fait l'objet de multiples spéculations. Il s'agissait en fait d'une enfant abandonnée, sans doute à cause de ses troubles psychiatriques. En Inde, le fléau de l'abandon sauvage concerne 11 millions d'enfants. Reportage de nos correspondants Félicia Poletti, Suyashri Vatsava et Hélène Ledu. Sonita a 5 ans. Son sourire cache un passé très sombre. Son père l'a abandonnée alors qu'elle n'avait que 6 mois. Elle s'est retrouvée aux mains de son grand-père. Maltraitée puis sauvée il y a 2 ans par Pascal Fautra, au sein du foyer qu'il a créé à New Delhi. Sonita, elle vient de très loin. Elle était en très mauvais état quand elle nous a été confiée. Le pédiatre était très inquiet pour elle. On n'était pas sûr qu'elle s'en sortirait. Le grand-père se servait de Sonita pour mendier au feu rouge et la sous-nourrissait à dessein de manière à ce qu'elle pleure et qu'elle inspire la pitié et qu'elle soit facile à transporter. L'histoire de cette fillette, c'est celle de millions d'enfants en Inde. Tous n'ont pas la chance d'être accueillis dans une famille ou dans un foyer. Certains finissent aux mains des trafiquants ou livrés à eux-mêmes. Ici, vous êtes au milieu de la jungle. Quand vous êtes un enfant des rues, par exemple, seul dans la rue à New Delhi à 1 h du matin, il est dans la jungle. Pour essayer de comprendre comment des parents peuvent envisager l'abandon, nous partons dans le Rajasthan, l'un des 2 États les plus touchés. Bajirat est père de 2 enfants. L'un marche à côté de lui, l'autre vit dans un orphelinat. Mendiant, ses jambes atrophiées l'empêchent de travailler. La mère de Ganesh le battait quand elle était ivre. Elle le traitait comme s'il n'était pas son fils. Comment aurais-je pu m'occuper de mes enfants dans cette situation? C'est pour ça que j'ai dû laisser mon fils. Je me sens coupable. À votre avis, qui aime vivre loin de son enfant? Dans cet orphelinat, Ganesh, 4 ans,
est un garçon, mais ses camarades sont majoritairement des filles. Le premier motif d'abandon, c'est le sexe de l'enfant. Ce n'est pas accepté par la société que le premier enfant soit une fille. L'autre explication derrière l'abandon, c'est la situation de la mère, elle-même souvent adolescente ou victime de viol. Dans les mentalités, avoir un garçon, ça veut dire perpétuer la dynastie, alors qu'une fille va devoir se marier et aller vivre dans une autre famille. Et le mariage, ça coûte très cher. Dans une poubelle, au bord d'une route ou sur les marches d'un temple, Manmeet a trouvé des nourrissons et des enfants abandonnés par des parents désespérés. Pour sauver ces vies à peine commencées, autorités et ONG du Rajasthan ont installé des berceaux accessibles depuis la rue pour y laisser un enfant non désiré en tout anonymat. Le bébé est déposé ici dans ce berceau. Vous voyez, il y a un matelas et assez d'espace pour un enfant. Il y a un système d'alarme relié à une balance. Au-delà de 700 grammes, les haut-parleurs sonnent et je reçois un SMS. Au Rajasthan, ce dispositif existe depuis 30 ans. Voici le premier berceau des rues. Depuis sa création, il a accueilli 1800 bébés, transportés ensuite à quelques pas de là. Des fillettes en grande majorité. Celle-ci avait à peine 3 heures lorsqu'elle a été déposée. Sa seule faute, être une fille. Comme Hindu qui a été abandonnée il y a 18 ans. Depuis, elle vit ici avec ses autres enfants non désirés. Tout le monde veut rendre ses parents fiers, mais moi, je veux devenir chanteuse célèbre. Et c'est les personnes qui m'ont accueillie que j'ai envie de rendre fières. Je veux que les gens qui m'ont abandonnée se rendent compte de leur erreur, qu'ils se sentent coupables. S'ils m'avaient sauvée, c'est eux que je rendrais fiers aujourd'hui. Si l'orphelinat est la destination la plus commune pour ces enfants abandonnés, l'ONG SOS Children Village à New Delhi tente de recréer un cadre familial. 15 maisons et dans chacune 10 enfants et une mère d'accueil. Depuis 30 ans, Manju est l'une d'entre elles. J'ai vu beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de mère, qui survivaient dans une situation critique, dans la pauvreté. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir mère adoptive dans un village SOS. Je suis en colère contre les parents qui abandonnent leurs enfants. Ils devraient se sacrifier pour leurs gamins. Nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. Aujourd'hui, ce sont 10 enfants qui m'appellent maman, et peut-être encore d'autres le feront à l'avenir. Ma maman, c'est tout pour moi. Elle cuisine, elle lave nos vêtements. Elle nous donne ce que personne d'autre ne nous a jamais donné. Des villages SOS comme celui-ci, il en existe 32 à travers le pays. Un lieu de vie commune, un havre de paix pour des milliers d'enfants et d'adolescents revenus de la tourmente. Une chance que ne partagent pas les 11 millions d'enfants abandonnés en Inde. Le leader russe de l'opposition, Alexeï Navalny, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle en mars de l'année prochaine. Condamné en justice dans un procès dénoncé comme politique par la société civile, Navalny a peu de chances de terminer sa course face à Vladimir Poutine. Pourtant, l'opposant continue de faire campagne et ouvre des dizaines de QG à travers le pays. Il y a encore 3 mois, plus de 20 000 personnes avaient participé à son appel à une vague de manifestations anticorruption à travers le pays. 1500 personnes avaient été arrêtées par la police. Navalny appelle néanmoins ses partisans à de nouveaux rassemblements dans les prochaines semaines. Nos correspondants Thomas Lowy et Elena Voloshin ont suivi le candidat durant sa campagne. Une campagne, vous allez le voir, sous pression constante des autorités. Yoshkar-Ola, à 700 km à l'est de Moscou. Capitale industrielle de la région, son infrastructure est pourtant à l'abandon en dehors du centre-ville. Alexeï Navalny est venu conquérir des voix pour la présidentielle l'an prochain. Quelques 150 personnes sont au rendez-vous. La plupart n'ont pas plus d'une vingtaine d'années. Et Navalny sait leur parler. Bon, sérieusement, et pas que pour soutenir mon petit flashmob. Qui connaît quelqu'un qui gagne moins de 160 € par mois? Nous pouvons et nous devons vivre mieux. Mais ce n'est pas le cas, car on nous a tout volé. Pour ses détracteurs, Navalny n'aurait aucun soutien en dehors des grandes villes russes. Pourtant ici, son programme suscite un certain enthousiasme.
Ici, il y a beaucoup de gens qui, comme nous, sont contre la corruption, qui, comme nous, veulent le changement et vivre mieux. Ils veulent de meilleurs salaires que la Russie pourrait immédiatement leur accorder. Notre but, c'est de présenter ce programme à tout le monde. Mais le responsable local de la campagne de Navalny l'admet, ce ne sera pas facile. Nous devons sortir manifester le 12 juin et aussi faire campagne dans la rue. S'il y a des problèmes ou des provocations, il nous faut un avocat qui travaillera dur pour défendre les bénévoles. Ces inquiétudes sont fondées. À plusieurs reprises, Navalny a déjà été victime d'attaques aux produits chimiques en plein visage. Fin avril, il a même perdu la vue d'un œil et a dû être opéré dans une clinique espagnole. Le but est clair, faire en sorte que nous n'allions plus nulle part. Bien sûr, ils estiment que si à chaque fois que tu pars en tournée, tu reviens tout vert, tu n'auras plus envie d'aller nulle part. Mais avec nous, ça ne marchera pas. Un harcèlement physique, mais aussi moral. Mi-avril, Navalny était comparé à Hitler dans un clip vidéo mis en ligne sur Internet. Pour son entourage, cette campagne de diffamation est pilotée par les autorités. Le Kremlin nie toute implication. À Saransk, une autre capitale régionale, la campagne d'Alexei Navalny a aussi connu des obstacles. Si le centre-ville semble prospère, selon les statistiques officielles, les salaires dans la région sont parmi les plus bas en Russie, 320 € par mois en moyenne. Dans cet hôtel, Navalny devait faire un discours, mais à la dernière minute, les propriétaires du lieu ont changé d'avis. Comme on nous a refusé tous les lieux qui étaient prévus, nous allons maintenant sur un terrain privé à l'extérieur de la ville. C'est ainsi, malheureusement. Les propriétaires qui se ravisent, c'est désormais une habitude. Certains admettent avoir subi des pressions de la part des autorités. Le meeting aura finalement lieu en plein air, à 20 minutes en voiture de la ville. Bonjour, entrez dans notre... je ne sais où. Quelques 80 partisans ont été amenés en bus. La plupart soutiennent la lutte anticorruption menée par Navalny. Pour eux, il est le seul espoir d'un avenir meilleur. Il représente la seule force politique qui offre une alternative à tous les voleurs et les corrompus qui dirigent actuellement le pays. Il est vraiment le seul. Tout ce qui dépend du pouvoir maintenant, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, des droits individuels ou de l'économie, tout est en ruine. Toutes les sphères de la vie. Navalny, c'est celui qui peut tout changer. Si Navalny a le soutien de ses militants, atteindre une audience plus large est pour lui un défi. Les chaînes de télévision inféodées au pouvoir boycottent le candidat d'opposition. Selon les sondages, hors des grandes villes, à peine plus de la moitié des Russes ont entendu parler de lui. Savez-vous qui est Navalny ? Non, on ne le connaît pas. Honnêtement, je ne m'intéresse pas à la politique. Je me soucie de mes enfants, de ma famille. Alexei Navalny et tous ceux qui le soutiennent pillent notre patrie. Grâce notamment à Internet, Navalny et son équipe affirment avoir mobilisé plus de 100 000 bénévoles à travers la Russie. Mais leur combat s'annonce rude. Pendant qu'il sillonne le pays pour s'arroger des soutiens, les autorités continuent de lui mettre des bâtons dans les roues. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, typiquement parisienne. La haute couture réussit le pari insensé de marier art, savoir-faire, culture et économie. Dans cette émission spéciale consacrée aux collections de l'été 2017, nous vous invitons au bal masqué organisé par Dior au musée Rodin à l'occasion des 70 ans de la maison. Pour la première fois, une femme, Maria Grazia Chiuri, en a pris les commandes. Nous prendrons ensuite la direction du Grand Palais pour un féerique défilé Chanel et puis du Marais pour Jean-Paul Gaultier. Reportage.
En février 1947, Christian Dior révolutionne la mode de l'après-guerre avec son New Look. 70 ans plus tard, la maison Dior se porte comme un charme. Elle donne, pendant la semaine de présentation des collections haute couture été 2017, un grand bal masqué au musée Rodin. Symbole de tradition, de création, de savoir-faire, la couture reste avant tout un business. C'est une force économique parce que le nombre d'emplois, l'activité, le chiffre d'affaires et bien sûr c'est de la culture aussi. Paris est redevenu vraiment une ville d'inspiration pour tous ces créateurs. C'est aussi cette image positive de ma ville et une image optimiste. Pour sa première collection haute couture, l'Italienne Maria Grazia Chiuri s'est plongée dans les archives de ses prédécesseurs pour se forger son propre langage. Je pense qu'il faut maintenir l'idée que la couture, c'est le rêve. Mais en même temps, je ne veux pas perdre l'idée qu'il faut qu'elle soit portable. Parce que je pense que, dans tous les cas, et c'est dans mes gènes italiens, la couture a un service unique. Nous avons un public couture, nous avons des clients de couture, donc c'est important de donner du rêve, du vrai rêve, pour tous les jours, en quelque sorte. En 70 ans, 5 hommes ont succédé à Christian Dior. Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et Raf Simons. Maria Grazia est la première femme à commander le vaisseau amiral de la flotte, LVMH. Monsieur Dior avait ce goût pour la féminité, c'était sa référence. Et là, elle nous refait le plein, je dirais, là-dessus, de féminité. Les femmes sont pragmatiques et puis les femmes savent que les femmes désirent. Qui mieux qu'une femme peut comprendre voilà, les désirs d'une femme. Moi, je pense que homme, femme, c'est quand les gens ont du talent. Après, qu'ils soient hommes ou femmes, je me méfie des revendications hâtives. Mais en revanche, je trouve ça magnifique, quoi. Voilà. Non, mais tu sais, c'est comme souvent quand tu fais des films, on te dit alors, est-ce que c'est différent d'être dirigé par un homme ou par une femme? C'est tellement une question de sensibilité. Que vraiment pour moi c'est plus que le fait que ce sont des artistes quoi. Et puis après effectivement c'est une femme, c'est bien. Une collection qui chemine entre poésie et féerie, force et délicatesse. C'était extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'être là. Ça m'a mise dans un tel état, je me voyais porter toutes les robes que j'aurais pu imaginer. Il n'y a rien d'autre que de l'herbe autour de nous. De belles femmes stupéfiantes, pourrais-je ajouter. Je garde cette référence. Je pensais que j'étais comme Alice au Pays des Merveilles. Au Grand Palais, Chanel a recréé dans un décor hallucinant de jeux de miroirs le fameux escalier de la rue Cambon qu'empruntait Coco Chanel pour se rendre à ses appartements. Miroir, miroir, dis-moi quel accessoire sera le plus à même d'affoler les femmes. Ces ceintures, magnifiquement fabriquées, elles sont portées au-dessus de la taille, cela allonge les jambes. Les ceintures sont plates et cela a demandé beaucoup de travail et on ne le dirait pas. C'est une règle et il ne faut jamais montrer que les choses sont difficiles à faire. La maison Chanel ne brille pas que dans le secteur de la haute couture. Parfums, cosmétiques, horlogerie, joaillerie. Elle rachète les artisans d'art pour assurer l'avenir de ses productions. Elle se déploie sur tous les territoires, réels et digitaux, pour assurer le meilleur service à ses clientes. Leurs services qu'on a envie d'avoir, bien sûr excellents quand elles sont présentes en boutique, mais services qu'on va être aussi capable de leur donner quand elles ne sont pas forcément présentes en boutique. Nos clientes de demain, qui auront toujours vécu avec un iPhone dans la main, seront tout à fait tournées vers cette disponibilité que nous, marques, on doit avoir vis-à-vis d'elles pour continuer et à les faire rêver et surtout être à leur service. Clientes, actrices, personnalités, elles sont les héroïnes des présentations haute couture. Chez Jean-Paul Gaultier, qui reçoit dans le grand salon de son hôtel particulier de la rue Saint-Martin, elle joue avec malice avec les photographes avant de se projeter dans l'univers Gaultier de l'été 2017. C'est le fait d'une citadine qui peu à peu va se dépouiller de tous les artifices, de tous les accessoires, pour arriver nu au soleil. Donc c'est un peu ça. Ou dans la campagne, dans les blés et tout. Donc c'est une collection qui est plutôt assez joyeuse, assez colorée.
Les cheveux tressés parsemés d'épis de blé évoquent un été déluré. Des couleurs vives, quelques noirs profonds, mais très peu. Ça, c'est le moulin à vent. Alors, c'est le seul modèle noir, enfin, entièrement noir, qui est en dentelle. Quand même, il est assez bucolique, tu vois. En tournant, il a pris des tournesols noirs. Jean-Paul Gaultier avait dédié aux Miss France son prêt-à-porter de l'été 2015. Aujourd'hui, ce sont elles qui le plébiscitent. C'est hyper frais, on a envie, on s'imagine dans les vêtements. Ouais. Et non, vraiment c'est sublime. Moi j'ai adoré, surtout les corses. Enfin, tout était sublime en fait. C'est très difficile de choisir les jupes, les pantalons taille haut, les tailleurs. Enfin, tout était très beau. La haute couture, une véritable exception française qui réussit le pari insensé de marier l'art, les savoir-faire, la culture et l'économie. C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Sabine Chara, à la traduction Pascal Karambaroud. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.